Alors, juste un petit résumé sur la pathogénie des Mickey. On a tous un degré de connaissance un peu différent. Ce qui est clair, c'est qu'on admet maintenant qu'il y a probablement un rôle dans cette pathogénie concernant le style de vie occidental sur le dérèglement du microbiote. Et au cours des dernières années, donc, il y a beaucoup d'études qui objectivent cette dysbiose chez les patients atteints de Mickey. Alors en gros, qu'est-ce que c'est que cette dysbiose? C'est une diversité microbienne réduite et un nombre accru de bactéries pathogènes potentielles telles que Escherichia coli adhérent invasif. Donc la dysbiose observée chez les patients atteints de Mickey entraîne une modification des taux de métabolites dans l'intestin qui a des conséquences. Ce qu'on note, c'est qu'il y a un changement de paradigme. C'est qu'avant, on disait que les maladies inflammatoires intestinales se produisaient chez des individus génétiquement prédisposés en raison d'une réponse immunitaire inappropriée aux microbes entériques commensaux, et que maintenant, on a plutôt tendance à penser, il y a un consensus qui va vers ça, en disant que c'est un microbiote anormal, aberrant, qui déclenche ou favorise une réponse immunitaire dommageable que l'on observe dans les Mickey. Alors, le traitement actuel des Mickey, il y a d'énormes avancées thérapeutiques, on en est très content, mais il a de grandes limitations. D'abord, vous le savez tous, les patients le savent, les médecins aussi, ça fonctionne que dans des sous-ensembles de patients, et quand c'est efficace, ça peut avoir des effets indésirables importants. C'est pour ça que se développent depuis longtemps des approches alternatives, mais j'aurais plutôt tendance, dans les Mickey, à parler de thérapies complémentaires, et je pense en tout cas que pour l'instant, on doit rester complémentaire des thérapies actuelles. Ces thérapies, ces nouvelles approches, elles ciblent le microbiote intestinal et le système immunitaire par le biais de la modulation alimentaire, et ça, je vais vous en parler. Alors, en gros, un retour sur la flore intestinale. Donc vous savez que notre microbiote commence dans la petite enfance et il est influencé par plusieurs facteurs. D'abord, l'antériorité des générations antérieures. S'il y a un appauvrissement au fil des générations, ça continue. Ensuite, ça commence dès le mode d'accouchement par la césarienne vaginale qui favorise la première contamination. Et puis ensuite, il y a le rôle de l'environnement avec la pollution, le mode de vie, l'allaitement, le régime alimentaire, la génétique, les infections, l'utilisation d'antibiotiques, l'âge, l'hygiène et les conditions de conservation des aliments. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les humains et leur microbiote évoluent ensemble dans une relation symbiotique. Et c'est ça qui est absolument passionnant, c'est que nous accueillons des bactéries, donc nous leur offrons un lieu de résidence et en échange, elles nous aident en produisant, bien sûr en nous aidant, comme vous le savez, à digérer les aliments, mais en produisant plein de métabolites dont certains sont très bénéfiques, comme on le sait, les acides gras à chaîne courte, notamment l'acétate, le propionate et le butyrate. Alors, le problème, c'est que vous voyez qu'il y a une symbiose et que quand il y a une dysbiose, donc cette perte de diversité bactérienne, eh ben, il y a plein de fonctionnalités qui sont perturbées. Donc on sait que, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que cette dysbiose qu'on constate dans les Mickey, eh ben, elle est aussi impliquée dans plein de maladies comme le cancer du côlon, l'obésité et le diabète de type 2. Et il y a une cohérence environnementale dysbiotique dans toutes ces pathologies. Alors, dans les Mickey, ce qu'on constate, c'est que le microbiote intestinal, il y a une perte de diversité microbienne. Il y a beaucoup moins de ces bonnes espèces bactériennes qui sont les bifidobactéries, les lactobacilles, le Faecalibacterium proteinski. Et il y a par contre, à l'inverse, une plus grande abondance de pathobiontes tels que, comme je vous l'ai dit, les Escherichia coli entéro-invasifs et le Clostridium difficile. Et que cette baisse de bonnes bactéries par rapport aux mauvaises bactéries, on l'a vu, entraîne notamment une baisse des concentrations en acides gras à chaîne courte par rapport aux individus en bonne santé. Alors, le régime occidental a probablement un grand rôle dans la survenue des Mickey et dans l'augmentation de la prévalence que l'on constate. Pour simplifier ce régime occidental, pour le simplifier,
il est très dense en calories et il est pauvre sur le plan, il s'est appauvri sur le plan des qualités nutritionnelles. Donc ce régime occidental, on sait qu'il est riche en sucre, en lipides, en aliments transformés, en calories, mais par contre qu'il est dépourvu de fibres. Et puisqu'on sait qu'il y a peu de fruits, peu de légumes, de légumineuses et de graines. On sait que en plus en dehors du manque de fibres qu'il y a dans ce régime occidental, on connaît les valeurs négatives. Maintenant, il y a plusieurs études qui le démontrent, ce qu'on appelle des additifs, donc les édulcorants artificiels non caloriques, l'alcool quand il est consommé de façon non modérée en dehors du vin rouge, donc les conservateurs, les stabilisants, les glucides raffinés et de grandes quantités de produits animaux transformés, notamment les viandes transformées. Donc là, je redis un peu la même chose, mais vous voyez que donc ça a un effet sur le microbiote semblable, mais vous voyez que ce régime occidental, en dehors du fait qu'il est probablement une des causes des Mickey, il a aussi, en conséquence, d'autres pathologies, puisqu'on sait en parallèle qu'il est responsable d'une augmentation du taux d'obésité, du grand nombre de cancers et des pathologies dysmétaboliques. Il y a aussi un autre concept qui est lié à cette alimentation dense en calories, c'est que là, il est clairement admis, et donc il y a un lien avec les Mickey en dehors du microbiote, c'est que le régime dense en calories entraîne un état d'inflammation systémique. Alors, la particularité des Mickey, c'est que ce régime occidental pauvre, c'est une double peine pour la Mickey, et c'est un cercle non vertueux. C'est-à-dire que à la fois le fait que ce soit un régime pauvre au niveau nutritionnel, eh bien, il est aggravé par l'inflammation intestinale des Mickey. C'est-à-dire qu'on sait que les Mickey sont prédisposés à avoir des carences en micronutriments tels le fer, le calcium, le zinc, le magnésium, l'acide folique, la vitamine B12, la vitamine A, la vitamine D, et que c'est donc une malnutrition causale qui est aggravée par la maladie. Donc à la fois ce qu'on mange et la maladie en elle-même, finalement, c'est un cercle non vertueux. Alors on en arrive à cette fameuse théorie qui est l'immunonutrition. Moi j'adore cette diapositive et c'est probablement celle qui m'a le plus interpellé cette année. Qu'est-ce qu'on appelle l'immunonutrition ? C'est l'impact de la nutrition sur l'immunité. Et donc, je vais essayer de vous détailler, en gros, dans les Mickey, l'état actuel de nos connaissances. Donc, vous voyez que quand vous avez à gauche ce qu'on appelle une bonne alimentation, c'est-à-dire une alimentation riche en fruits et en légumes, que vous consommez des prébiotiques, donc des fibres, des probiotiques naturels, de la vitamine D, et que vous n'avez pas une suralimentation calorique, ben vous voyez que vous avez une flore qui est riche, un microbiote qui est riche avec plein de lactobacilles, des bifidobactéries. À l'inverse, si vous avez une alimentation occidentale pauvre, eh ben vous allez avoir un appauvrissement avec l'augmentation des Escherichia coli et d'autres bactéries. Et vous voyez que dans le cadre d'une flore intestinale donc riche entre guillemets en bonnes bactéries, vous avez ces productions d'acides gras à chaîne courte qui vont entraîner une amélioration donc, de la perméabilité, donc une moindre perméabilité intestinale, et qui vont avoir une action sur l'immunité de stabilisation et d'augmentation des T régulateurs pour éviter ces fameuses transformations vers la voie des TH1 et des TH17 qui sont pro-inflammatoires, comme vous le voyez à droite, avec une dédifférenciation des cellules dendritiques vers les macrophages. Et vous voyez aussi l'autre mécanisme qui est atteint, c'est qu'il y a une plus grande perméabilité intestinale liée à cette perte de la diversité du microbiote, avec une baisse de l'épaisseur du mucus et une augmentation de la perméabilité intestinale, des tight junctions qui sont non serrées, et un passage de toutes ces molécules comme les lipopolysaccharides qui sont produites en excès par ces entre guillemets mauvaises bactéries qui vont elles aussi être des stimulateurs de la mauvaise voie immunitaire. Donc je trouve que ce schéma résume bien, et c'est basé sur tout un tas d'études scientifiques, en résumé, ce qui se passe
entre la bonne alimentation et la mauvaise alimentation, pour simplifier. Alors, comment est-ce qu'on peut essayer de changer, d'avoir un petit peu un effet, comme je vous l'ai dit, vous avez vu la liste des aliments en dehors simplement des calories. On sait que les probiotiques ont des effets positifs. Alors on parle bien sûr de probiotiques naturels, qui sont issus des aliments fermentés comme le yaourt, le kéfir, le kimchi, la choucroute, tous les légumes lacto-fermentés, donc qui doivent être utilisés régulièrement. On sait que ces probiotiques vont favoriser l'émergence de ces bonnes populations de lactobacilles et de bifidobactéries, ainsi que des levures type Saccharomyces boulardii. Alors par contre, on n'a toujours pas, autant il y a des bases in vitro, mais on a toujours du mal à mettre en évidence dans des études cliniques l'efficacité des probiotiques, en sachant que ce n'est pas des probiotiques naturels, mais que c'est des cultures. Donc est-ce qu'il y a d'autres choses ? Et probablement aussi qu'il faut avoir des sous-groupes et les probiotiques doivent être personnalisés en fonction de chaque pathologie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un probiotique qui convient à tout le monde, mais probablement de façon personnalisée. Les prébiotiques donc, sont très importants parce que c'est des niches pour les microbiotes intestinaux. Ce qu'on met dans les probiotiques, c'est les fructanes de type inuline, donc fructo-oligosaccharides, inuline, oligosaccharides, les oligogalacto, enfin bon, je passe. Et on sait que ça a un mécanisme positif sur le microbiote, en favorisant, puisque c'est la nourriture des bonnes bactéries type bifidobactéries, fécalobactéries, Protinski et lactobacillis. Ces bactéries se nourrissent de ces prébiotiques, donc si vous n'en donnez pas, eh bien, vous allez appauvrir votre flore. Et en échange, ils vont produire ces fameux acides gras à chaîne courte. Alors ça, c'est pour résumer finalement toutes ces stratégies d'immunonutrition. Et vous voyez pour chaque famille, donc les prébiotiques, ce qu'ils ont comme conséquences positives sur les mécanismes immunitaires, donc les probiotiques, les prébiotiques, la vitamine D, et je vais vous en parler, puisque c'est maintenant le but du sujet, la restriction calorique qui est le jeûne. Alors, la restriction calorique, déjà, le premier rationnel, c'est tout simplement de limiter le carburant du feu. C'est-à-dire que quand on a une inflammation intestinale, eh ben, il y a un état inflammatoire. Eh ben, tout simplement, en limitant les calories, on limite cette inflammation, enfin ce feu. Alors on le sait depuis longtemps, hein, dans la maladie de Crohn, on sait très bien que quand on met les gens en repos digestif, puisque c'était une des thérapies initiales, on savait qu'on améliorait les choses. Quand on dérive les intestins et qu'on fait une iléostomie, ben on calme l'inflammation d'amont. Donc tout ça, on s'en doutait depuis longtemps. Mais donc il y a maintenant des bases scientifiques assez fortes pour dire, enfin, c'est de plus en plus clair que si vous limitez l'apport calorique nutritionnel, notamment de glucose, eh ben, ça va moduler et diminuer l'inflammation intestinale. Alors, on peut rentrer dans les détails. On ne va pas rentrer dans les détails, cette diapositive est compliquée, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous avez, pour vous donner un seul exemple, quand vous avez une restriction calorique, vous allez limiter la voie mTOR et vous allez donc diminuer le passage des T-régulateurs au TH1, TH17. Donc cette voie mTOR, elle est assez connue parce que c'est la voie de la ripamycine. La ripamycine, c'était un médicament qui est utilisé donc on sait qu'il a des vertus immunitaires puisqu'il est utilisé dans les rejets de greffe. Mais en tout cas, c'est une molécule naturelle qui est augmentée dans les situations de jeûne et qui, on le sait très bien, a une immunomodulation. Donc, il y a différents types de restrictions caloriques. Et c'est là que ça devient un petit peu compliqué. Donc j'ai essayé de vous démontrer, sans rentrer trop dans les détails immunitaires, mais les effets favorables sur la baisse d'immunité induite par le jeûne.
Il y a donc différents types de jeûnes. Vous avez le jeûne intermittent, il y a plusieurs possibilités. On arrête un jour, on arrête 16 heures, on fait un jeûne par semaine d'une journée. Il y a des gens qui font des restrictions limitées dans le temps, donc qui mangent beaucoup moins en calories. Et puis, il y a une troisième solution. Je vais essayer de vous en démontrer les bienfaits par rapport aux autres, qui est le jeûne prolongé hydrique, exclusif, mais surtout avec une consommation calorique minimale. C'est-à-dire qu'on pense que cette consommation calorique minimale protège de la sarcopénie induite éventuellement par un régime hydrique exclusif. Alors, ça c'est une étude qui a été publiée récemment qui montre la difficulté de faire des études qui analysent le jeûne. C'est-à-dire qu'en résumé, ils ont évalué des patients hospitalisés pour pousser, et puis ils avaient deux groupes. Un groupe de jeûne, c'est-à-dire ils pouvaient prendre que de l'eau, et le groupe où il y avait un espèce de pot pourri, manger un petit peu, bon, c'était pas très clair. Et dans le cadre d'une MICI, ils ne mettaient pas en évidence de différence d'efficacité entre la diète exclusive ou l'alimentation minimum. Alors, quand on parle d'avantages du jeûne limité prolongé, pourquoi ça aurait un avantage ? Ce qu'il faut, Françoise Villemier de Toledo nous en parlerait beaucoup mieux que moi. Au niveau métabolique, ce que change le jeûne prolongé quand on passe 2-3 jours, c'est qu'on a ce fameux changement métabolique, ce switch métabolique, et qu'on va passer à un fonctionnement avec des glucides vers un fonctionnement plutôt axé sur l'utilisation des corps cétoniques. Et donc, ce switch métabolique a probablement des modifications sur, on va le voir, sur l'immunité, sur le microbiote, et puis surtout sur l'état émotionnel, la stabilité, qui, on le sait, enfin on va le développer, a des conséquences. Par contre, ça a été évalué, le jeûne prolongé, donc au-delà de 3 jours, n'a jamais été évalué dans les MICI. Les seules données qu'on ait dans des pathologies assez propres immunitaires, c'est dans la sclérose en plaques, où il y a cette étude où ils faisaient 3 cycles de jeûne prolongé, avec des régimes imitant le jeûne, c'est-à-dire avec 250 calories, 2-3 jours, et ils ont constaté une baisse de ce fameux passage des T-régulateurs, une baisse en faveur des T-régulateurs vis-à-vis de la voie TH1, TH17. Donc clairement, ça a été objectivé dans le cadre de la CEP, mais pas dans les MICI. Alors, le jeûne prolongé, on sait, permet l'inhibition de la voie mTOR de façon beaucoup plus approfondie. C'est toujours cette fameuse voie de la ripamycine, enfin l'équivalent de la ripamycine. Donc ça objective ces vertus immunomodulatrices introduites par le jeûne. Et puis, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, probablement, je ne vais pas rentrer dans les études, mais il y a des arguments poussés au niveau, dans le détail de l'immunologie, qui démontrent que les corps cétoniques ont des propriétés purement anti-inflammatoires. Donc ça va en faveur du jeûne prolongé par rapport au jeûne d'une journée. Clairement, le jeûne prolongé a un impact plus important sur le microbiote, puisque ça a été démontré chez la souris et chez l'homme. On ne sait pas comment, mais en tout cas, il a été clairement analysé dans des études qui ont été publiées en 2015, avec une augmentation de ces bonnes bactéries qui sont Faecalibacterium protnitsky, Akkermansia mucinophilia, toutes ces bactéries qui sont considérées comme étant plutôt anti-inflammatoires. Là, on change de l'immunologie, mais ça me semble être un point très important dans le jeûne, parce que c'est toujours ce qu'on reproche aux jeunes. On dit oui, mais quand vous évaluez le jeûne, vous n'évaluez pas que l'immunologie, vous évaluez plein de facteurs qu'il y a autour du jeûne. Parce que les gens, je reviendrai plus en détail, mais on sait que le jeûne a des effets positifs reconnus sur la reprise en main de son existence, qu'on appelle l'empowerment, l'introspection.
c'est un stabilisant émotionnel extraordinaire, une positivité de l'humeur qui permet justement de prendre un petit peu de recul sur son état. Il y a une baisse du stress, il y a une vitalité accrue dont les effets sur la qualité de vie des patients atteints de Miki est probable. Après, moi, c'est sur des données personnelles des patients avec qui j'ai jeûné, chez qui j'ai objectivé ça et qui me l'ont confirmé après. Donc, un des autres avantages, je dirais, du jeûne prolongé sur le psychisme et le bien-être, c'est que c'est une impression qui mérite peut-être confirmation, ce n'est pas une donnée scientifique, mais en tout cas, le switch métabolique est pour moi une perception, une auto-perception de la possibilité de se sevrer d'une addiction, en l'occurrence au sucre. C'est-à-dire que les patients me le disent bien. Bon, moi, je n'avais pas trop ce problème-là, mais m'ont expliqué qu'ils n'arrivaient pas à arrêter le sucre et ils ont compris, en étant capables de vivre de façon très heureuse, avec une stabilité émotionnelle sans sucre, de la possibilité de se sevrer du sucre. Donc ça, c'est quand même une auto-validation du switch métabolique. Et est-ce que ce ne serait pas, en tout cas, là aussi j'ai un malade qui s'est arrêté de fumer, de comprendre qu'on pouvait traiter une addiction, eh ben, on peut comprendre qu'on peut traiter une autre addiction, en l'occurrence le sevrage tabagique. Donc vous voyez, je vous ai mis cette patiente qui m'a écrit ce petit mot, 20 ans en tant que fumeuse et depuis une dizaine d'années, petite fumeuse de 2-3-1. Lors de ça, cette courte période de jeûne m'a permis de dire stop à ces cigarettes auxquelles je m'accrochais de façon très facile, étonnamment. Vraiment, même entouré de fumeurs, je n'ai pas envie de craquer. Donc qu'est-ce qui se passe, quoi ? Le jeûne permet un face-à-face où l'honnêteté avec soi-même est de mise et c'est comme si cela s'intègre en même temps dans le corps et le mental. Autre avantage du jeûne prolongé, comme l'a dit très bien Marie-Pierre Pingano, on est confronté chez les patients qui ont des Miki, et ça on l'a en pratique courante, et cette patiente qui raconte ça, c'est une patiente que j'ai emmenée qui avait une maladie parfaitement contrôlée par le vedolizumab, et elle venait me voir en consultation, toujours avec une tête complètement défaite, en râlant. Je suis fatigué, j'en ai marre de votre traitement qui ne marche pas, enfin, rien n'allait. Bon. Et elle, son problème, c'était la fatigue. Donc je lui expliquais, mais le traitement marche très bien, après votre fatigue, je ne sais pas à quoi elle est due. Et je lui ai proposé de faire ce jeûne, et voilà ce qu'elle raconte. Donc la fatigue latente et permanente que je vis au quotidien s'est atténuée au fur et à mesure du jeûne. Oui, étonnamment aussi, marcher 3 heures avec un sac à dos, un bouillon, c'est possible. Moi qui marche en montagne, je suis toujours avec amandes, dattes et autres fruits secs pour s'unir dans l'effort. Là, ensemble avec le groupe qui joue un rôle moteur aussi, je pense qu'il faut le souligner, ça le fait, l'effort physique est possible. La reprise alimentaire m'a fait prendre conscience que le fait de manger avec une maladie de Crohn fatigue, ça c'est assez intéressant. En tout cas, c'est mon ressenti. Le choix de nos aliments est primordial, je pense. Donc il y a une vraie prise de conscience du lien entre alimentation, éventuellement trop riche en sucre, et fatigue. Et donc, on comprend que peut-être qu'en modifiant son alimentation, on pourra améliorer les choses. Donc, c'est sûr qu'on n'est pas dans le traitement anti-inflammatoire de la maladie de Crohn. On est dans des bénéfices secondaires que le jeûne permet d'induire. C'est ça toute la nuance de ces thérapeutiques, je trouve. Alors vous voyez, ça, on l'a dit tout à l'heure pendant toute la matinée, on a quand même mis en évidence que, et puis on le sait, ce régime occidental est mauvais pour la santé en général et est probablement une des causes des maladies de Crohn. Et en tout cas, le fait de jeûner permet de repartir sur une autre modalité alimentaire. On s'est remis à zéro et on reprend avec beaucoup plus de facilité une ouverture vers une nouvelle alimentation. Alors, là, je dévie un petit peu, mais ce qui est important dans le jeûne, je trouve, c'est qu'il faut que ce soit une prise en charge holistique, c'est-à-dire que il y a certes la dimension médicale du nombre de calories qu'on va prendre, cette démarche médicale pure du jeûne.
mais il y a aussi, bien sûr, tout autour, la dimension communautaire. Il y a plein de gens qui aiment jeûner à plusieurs. Et puis, la modification, je dirais, comportementale, c'est-à-dire la gestion des émotions, la reprise de l'activité physique et la baisse du stress. Et probablement, c'est ce qu'on essaie de faire en tout cas, de développer des outils complémentaires digitaux d'accompagnement thérapeutique qui intègrent cette prise en charge holistique. Alors, pour conclure, je dirais que jeûne et Mickey, pris ensemble, il est probable que toute réduction substantielle des calories atténue l'inflammation. Par conséquent, les interventions qui réduisent l'apport calorique pourraient s'avérer un traitement complémentaire bénéfique pour des maladies auto-immunes et inflammatoires telles que les Mickey, dans lesquelles le système immunitaire est activé de manière chronique. Il va falloir faire des études cliniques pour déterminer quel type de restrictions caloriques sont les plus sûres et promettent les meilleurs résultats cliniques. Je veux simplement un petit peu alerter. Je pense qu'il y a des risques importants qu'il faut évaluer. Alors, on évoque toujours un risque, je ne sais pas s'il est très important, mais en tout cas, on dit que le fait d'entraîner une, entre guillemets, par le jeûne, c'est ce qui s'est dit ce matin, c'est-à-dire que le nutritionniste a dit attention, quand vous jeûnez 5 jours, vous êtes en état de dénutrition, puisque vous avez perdu plus de 5% de votre poids du corps en moins d'un mois, puisqu'en l'occurrence, c'est en une semaine. Donc oui, on est en état de dénutrition, mais la grosse nuance, c'est que ce n'est pas une dénutrition involontaire, c'est une dénutrition volontaire. Et probablement que le fait que ce soit volontaire est complètement différent, puisque ce n'est pas lié à un événement extérieur. Donc, comme la dénutrition entraîne une baisse de l'immunité et une susceptibilité aux infections, il est reproché éventuellement aux jeunes de mettre les gens dans une plus grande sensibilité aux infections. Je ne pense pas personnellement, mais bon, en tout cas, il faut en être conscient. Et en tout cas, ça me semble le plus important. Comme je vous l'ai dit, dans les maladies inflammatoires intestinales, il y a, lié à la maladie et lié aux symptômes de la maladie, qui entraînent une baisse des apports caloriques potentiellement pendant plusieurs années, un risque réel de dénutrition. Et donc, il est absolument indispensable d'évaluer l'état nutritionnel de chaque patient avant éventuellement de recommander un jeûne prolongé dans les Mickey. Et c'est pour ça, Françoise Villemy de Toledo est d'accord avec moi, la pratique du jeûne, en tout cas dans le cadre des maladies inflammatoires, doit être médicalement encadrée. Et je suis formellement contre cette pratique en dehors d'un cadre médical. Voilà, je suis ouvert aux discussions.